Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce jeudi. Onde de choc politique après la mort d'un militant d'extrême gauche victime d'un skinhead. L'auteur présumé des coups a été interpellé dans la journée avec d'autres personnes. Au total, 7 personnes en garde à vue ce soir. Les condamnations indignées s'accompagnent de demandes de dissolution des mouvements d'extrême droite qui semblent prospérer. Nos invités ce soir, les sénatrices Fabienne Keller, Chantal Jouanneau, Marie-Noëlle Lienemann et la spécialiste de la tendance radicale, Magali Ballan. Également dans l'actualité aujourd'hui, le vote attendu au Sénat sur le texte si controversé sur la décentralisation. Il avait 18 ans, sa vie s'est arrêtée à l'issue d'une bagarre lors d'une vente privée de vêtements dans le quartier Saint-Lazare à Paris. C'est en effet à l'occasion d'une séance de shopping que deux groupes que tout oppose se sont retrouvés hier soir. D'un côté des militants antifascistes, de l'autre des activistes d'extrême droite, invectives, bousculades et puis Clément Méric qui s'effondre soudainement après avoir été projeté contre un poteau métallique. François Hollande a immédiatement condamné dès son arrivée au Japon l'agression, exprimant son soutien à la famille de la victime. En ce moment même, un rassemblement se tient place Saint-Michel à Paris, appelé notamment par Jean-Luc Mélenchon, qui a demandé à ses militants de se tenir à distance du Parti socialiste. Et avant ce rassemblement, place Saint-Michel, toujours en cours, d'autres hommages ont été rendus à Clément Méric, notamment à la mi-journée devant Sciences Po à Paris, où il était étudiant. Compte rendu et puis les principales déclarations politiques de la journée avec Camilla Campusano et Louis Sibyl. Un hommage plein d'émotions pour Clément Méric. Ce midi, environ 300 personnes ont fait le déplacement devant Sciences Po. C'est ici qu'étudiait ce jeune militant du parti de gauche jusqu'à son agression. Un choc pour les étudiants. En tant que militant, parce qu'il y a beaucoup de militants ici, on considère que ça aurait pu nous arriver à nous-mêmes et donc voilà, on se sent, même si on ne le connaissait pas, on se sent évidemment tous concernés et très marqués, très choqués par cette violence. Une violence devant laquelle le monde politique se révolte. C'est toute la gauche qui vient soutenir les proches de Clément Méric, mais aussi pour exiger des sanctions. C'est tout à fait nécessaire que le gouvernement et le ministre de l'Intérieur prennent la décision de dissoudre ces groupuscules fascistes. Il y a une extrémisation d'une partie de la droite qui a pensé qu'on pouvait avoir de l'indulgence à l'égard de ces groupuscules d'extrême droite anti-républicains et violents. Cela doit cesser. Il doit y avoir une condamnation nette, ferme de toutes les formations politiques. Un avis partagé par la droite. Marine Le Pen, de son côté, rejette tout amalgame entre les agresseurs et le FN. La mort d'un jeune homme est terrible. Le Front National n'a aucun rapport, ni de près, ni de loin, avec cette agression. Une agression condamnée par le gouvernement devant les sénateurs. Jean-Marc Ayrault s'est montré ferme. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, j'ai demandé à la garde des Sceaux d'étudier toutes les possibilités qui permettront de tailler en pièces, en quelque sorte, de façon démocratique, sur la base du droit, ces mouvements d'inspiration fasciste et néo-nazie et qui font tort à la République et qui font tort à la France. Cet après-midi, plusieurs personnes ont déjà été interpellées. Parmi eux se trouverait l'auteur présumé du meurtre de Clément Méric. Et Jean-François Copé, le président de l'UMP, demande la dissolution des groupuscules violents d'extrême droite comme d'extrême gauche, précise-t-il. Au centre de l'attention, ce soir, les jeunesses nationalistes révolutionnaires qui démentent tout lien avec le drame qui s'est joué hier soir. Mais la nébuleuse des groupuscules d'extrême droite est vaste, comme nous le rappelle Julie Hulin. Le militant d'extrême gauche violemment frappé par un skinhead est finalement décédé. Derrière cet acte, l'ombre d'un groupe d'extrême droite, les JNR, Jeunesse nationaliste révolutionnaire, mouvance de l'organisation Troisième Voie. À sa tête, Serge Ayoub, surnommé Batskin. Sa devise, croire, combattre, obéir. Par l'union sacrée que nous constituons, nous allons inverser ce rapport de force. Et ce jour-là, nous pouvons te jurer que notre force sera votre loi. Combien sont-ils? Troisième Voie, Bloc identitaire, œuvre française, GUD, une extrême droite en perpétuelle évolution extrêmement morcelée. Selon un rapport des renseignements généraux de 2005, les groupuscules d'extrême droite représenteraient en France 2500 à 3500 militants ou sympathisants. Combien sont-ils aujourd'hui?
difficile voire impossible à comptabiliser. Parmi les différents mouvements, les identitaires, les néo-nazis, les ultranationalistes ou encore les hooligans. Peut-on les dissoudre? Le droit de dissolution s'appuie sur la loi du 10 janvier 1936. Elle visait alors à combattre les ligues fascistes menaçant de renverser la République. Extrême gauche, extrême droite, régionaliste, depuis cette loi, 92 organisations ont disparu. Des dissolutions de plus en plus rares car difficiles à justifier et un acte symbolique qui n'a jamais empêché les plus motivés de former de nouveaux groupes. Et bien sûr, les réactions fusent depuis ce matin sur Internet, expressions multiples, notamment bien sûr sur Twitter. Caroline Deschamps, bonsoir. Bonsoir vous êtes la responsable de publicsénat.fr et vous avez observé évidemment tout ce qui se dit depuis des heures maintenant. Le web indigné, le web révolté depuis l'aube. Les commentaires sur l'agression de Clément Méric se multiplient. Les internautes expriment leur tristesse, leur révolte aussi. Une page Facebook à sa mémoire a été créée, suivie par des milliers de personnes. Sur Twitter, les internautes se retrouvent autour du mot-clé Clément Méric, mot-clé qui est ce soir dans les sujets les plus discutés dans le monde sur Twitter. Alors les politiques aussi réagissent sur les réseaux sociaux, Michel, à l'instar de Christiane Taubira qui écrit, je cite, « Clément, toute la vie devant soi, puis l'effroi d'avoir croisé haine et barbarie, nos cœurs brûlent. » De son côté, Valérie Pécresse renvoie extrême droite et extrême gauche dos à dos. Les violences barbares, je cite, nous rappellent que les extrêmes politiques sont à rejeter, tous les extrémismes. Et du côté des internautes, bien sûr, les messages sont également très politiques. Hein. Eh bien oui, après l'émotion, les commentaires ont une connotation clairement politique puisque no pasaran, l'expression espagnole qui désigne la lutte antifasciste, est aussi très employée, notamment par le parti de gauche ou les mouvements libertaires, très usité aussi sur le web pour organiser les rassemblements qui ont lieu en ce moment dans toute la France. Et puis beaucoup d'internautes dénoncent le climat de tension qui résulte des manifs autour du mariage pour tous. Pierre Berger a envoyé la première salve et pas la moins violente. Je cite son tweet. L'immonde Barjot avait promis le sang. Le voilà qui éclabousse la démocratie et la République. Cette manif pour tous se rend-elle compte? Alors en réponse, Frigide Barjot annonce qu'elle porte plainte. De son côté, la manif pour tous condamne toute forme de violence. Une violence, il est vrai, très intense depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. Parfois jusqu'aux commentaires nauséabonds et qui n'est pas prête malheureusement de s'arrêter, Michel. Merci Caroline. Et en ce moment même, donc, un rassemblement se déroule, place Saint-Michel à Paris. Et vous êtes sur place pour Public Sénat, Michael Zamès, avec une consigne surprenante donnée par Jean-Luc Mélenchon qui appelle à cet hommage ce soir. Il demande à ses militants de se tenir à distance du Parti Socialiste. Marie-Noëlle Lienemann va réagir dans un instant. Michael. Oui Michel, absolument. Et c'est vrai qu'on a senti ce climat un petit peu bizarre dans cette manifestation qui devait être apolitique, qui devait être un rassemblement tous, tout. On a tout à l'heure quelques sympathisants de ces associations crier à bas les politiques, enlevez vos écharpes tricolores, vous n'êtes pas là pour faire de la récupération politique. C'est vrai qu'il y a eu ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a fait beaucoup parler aussi dans la manifestation. Pas ou peu de politiques présents. On avait annoncé Harlem Désir, on ne l'a pas encore vu. La seule personne qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est Anne Hidalgo, qui a été, on va dire, un petit peu secouée par ses militants avec des mots très durs contre Anne Hidalgo et notamment contre le Parti Socialiste. Ces associations qui sont venues maintenant en silence, puis avec le slogan Clément Méric, à jamais l'un des nôtres. Merci beaucoup. L'image est un petit peu trouble, mais on a bien compris vos propos et puis surtout ce que vous avez pu constater sur place. Donc, à noter que Nathalie Kosciusko-Morizet avait appelé également un rassemblement, elle, eh bien, du côté de la gare Saint-Lazare, là où s'est joué le drame hier soir. Elle a été également contestée par des militants de gauche qui étaient là. Avec nous, donc, ce soir, Fabienne Keller, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice UMP du Bas-Rhin, Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice PS de Paris, Chantal Joanneau, sénatrice centriste de Paris, et Magali Ballan nous a rejoint également, maître de conférence à Sciences Po et spécialiste des mouvements extrémistes. Alors Marie-Noëlle Lienemann, vous avez vu, c'est étonnant cette consigne de Jean-Luc Mélenchon qui demande à ses militants du parti de gauche de se tenir à distance. Eh bien, des militants socialistes, comment réagissez-vous et comment le comprenez-vous?
très mal et je ne comprends pas. D'ailleurs, j'ai fait un communiqué de presse avec Julien Drey au nom du combat antifasciste que depuis notre jeunesse, nous avions engagé avec Jean-Luc Mélenchon. Et depuis notre jeunesse, nous avons toujours tiré les leçons de l'histoire du passé. Sans l'unité des forces de gauche, sans une résistance de l'ensemble du monde démocratique à toutes ces dérives, les dérives continuent à prospérer. Donc Alors, il fait une grave erreur, Jean-Luc. Oui, une grave erreur. C'est une grave erreur politique. Parce que attiser les tensions au sein du monde démocratique dans un moment où on devrait se rassembler, non pas pour dire qu'on est tous d'accord, évidemment, on pas reste seulement la gauche entre elles, mais la gauche et la droite pour vous. Oui, mais au moins déjà toute la gauche unie et dans le respect mutuel de tous ceux qui sont démocrates et républicains. Parce que le jour où il a fallu se mobiliser contre les fascistes, il y avait d'abord eu le manque d'unité à gauche qui a été une fragilité en Allemagne. Mais heureusement aussi qu'il y a eu un certain nombre de républicains de droite et de démocrates de droite pour s'y opposer. Alors sur Twitter, donc il y a d'abord à faire ce travail d'unité de la gauche et ce respect pour que notre démocratie soit forte et ne se laisse pas grignoter par la peur, la tension et l'intolérance. Alors ce travail d'unité, manifestement, c'est pas encore pour ce soir. Marie-Noëlle Lienemann, sur son compte Twitter, on en parlait il y a un instant avec Caroline Deschamps, Jean-Luc Mélenchon estime qu'il accuse le PS d'avoir assimilé le parti de gauche à l'extrême droite. Il y a eu des périodes où certains de nos camarades ont été tentés de faire un parallèle sur les extrêmes. Je vois d'ailleurs que c'est la thèse de Mme Pécresse. C'est une thèse classique. Jean-François Copé aussi, on va en parler dans un instant. C'est une thèse classique à droite d'essayer de renvoyer dos à dos. Bon, d'abord, c'est qui l'extrême gauche? Aujourd'hui, de l'extrême gauche violente qui tape sur les gens, il n'y en a pas. Il y a peut-être eu dans l'histoire des dérives à certains moments. C'est plus le cas. Donc moi, je ne fais absolument pas le parallèle. Et j'avais d'ailleurs dit à mes camarades que je trouvais que c'était une erreur de faire cela. On juge des comportements, on juge des idéologies quand elles portent atteinte aux valeurs républicaines, mais on ne renvoie pas dos à dos, de mon point de vue, l'extrême gauche et l'extrême droite. Alors, votre avis est intéressant, Fabienne Keller, vous êtes vice-présidente de l'UMP, et votre président, Jean-François Copé, demande ce soir la dissolution des groupuscules d'extrême droite comme d'extrême gauche. Il dit que les deux extrêmes se rejoignent par la violence qui est leur seule expression. Est-ce votre avis ? Alors, si vous me le permettez, avant de commenter ce point, je voudrais dire mon émotion que nous partageons, que nous avons partagé à l'instant dans l'hémicycle du Sénat. Ce jeune Clément, je veux dire, c'est un fait absolument tragique. On est tous aux côtés de la famille. Et voilà, il faut, je crois, construire cette dignité, tous les élus ensemble, tous les responsables ensemble. C'est un drame humain. C'est aussi un drame pour le coup clairement de l'extrême droite, puisqu'il semble être clairement confirmé que ce sont des membres d'un groupuscule d'extrême droite qui l'ont atteint. Enfin, moi, je souhaite, comme tous, je crois, que la justice fasse son travail dans la sérénité. La police a fait le sien. La police, visiblement, est efficace et la justice va faire le sien. Et là, il faut que les règles de la République soient rappelées, évidemment. Et parce que le sujet, c'est bien ça. C'est le respect des règles et de nos valeurs fondamentales. Hein. Est-ce que l'extrême gauche ne respecte pas les règles fondamentales de la République, selon vous? Je vous repose ma question différemment. Écoutez, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'extrême gauche. Mais je crois que le moment est venu de rappeler tous ensemble les fondamentaux de la République. On a la chance de pouvoir s'exprimer dans notre démocratie, dès lors qu'on respecte les règles de manifestation, nous-mêmes, d'expression au sein d'un hémicycle. Et je ne vis pas très bien l'amalgame qui est fait avec des manifestants du mariage pour tous par rapport à ces extrémistes skinheads, puisque ça semble avéré. Mais il est important de poursuivre cette volonté d'affirmation. On sent que c'est fragile. De nos valeurs, puisque si l'idéologie d'extrême droite se développe, comme le montrent un certain nombre de sondages, en France, mais d'ailleurs aussi malheureusement. Aujourd'hui, partout en Europe, aujourd'hui des actes, nous devons tous ensemble lutter contre cette idéologie extrêmement dangereuse pour la démocratie. Alors, Chantal Joanneau, est-ce que vous estimez que certains discours qui ont pu se déployer récemment lors du débat sur le mariage gay ont pu favoriser les violences, sachant que vous-même et votre voisine, Madame Keller, vous avez voté pour le mariage gay et vous en subissez encore aujourd'hui le contre-coup. Oui, ce qui est effrayant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avant même la compassion qui doivent être les sentiments qui nous animent aujourd'hui et l'indignation,
tout de suite, on va sur le débat polémique. Incroyable. Et dès ce matin, mais incroyable. Genre, il n'y a même pas eu... Il y a eu très peu de paroles pour la famille. Et bon. Donc ça, c'est tout le le monde premier... s'accorde pour dire que c'est un moment très douloureux pour la République. Parce que la tout le monde a une pensée pour la famille, évidemment, de ce garçon. La République, qu'elle soit de droite ou de gauche, elle n'est pas de droite ou de gauche, c'est la République. Absolument. Et sur ce point, dire que ce serait plus le fait des uns que des autres, c'est profondément choquant. Sur les discours qui ont eu lieu, c'est se tirer tout de suite des conclusions extrêmement hâtives sans avoir tous les éléments de l'appartenance. Voilà, l'enquête est en cours, alors on a des bribes de l'enquête. Très bien. Manuel Valls lui-même met en garde contre tout amalgame. Mais je me souviens quand même qu'il avait dit qu'il envisageait d'interdire le printemps français. Tout à fait, mais il avait les mêmes très actifs, mais qui n'étaient pas constitués en groupe. Et c'était toute sa difficulté juridique pour pouvoir l'interdire. Voilà, parce que l'interdiction des groupes, c'est une chose, la réalité de leur existence, c'en est une autre. Bien sûr. Alors justement, Magali Balland, vous êtes une spécialiste, je le disais, de ces mouvements, de ces groupuscules, de cette mouvance radicale qui semble se développer depuis quelques semaines ou quelques mois. Est-ce qu'on sait combien ils sont, ces militants ? Est-ce qu'on a une idée ? Ça dépend à qui vous faites vraiment référence. Ces jeunesses nationalistes révolutionnaires dont on nous parle depuis ce matin, c'est en tout et pour tout une trentaine de membres. Donc c'est extrêmement minoritaire. Si par contre vous faites référence à l'ensemble des groupuscules qui se revendiquent du nationalisme révolutionnaire, ce qui est complètement différent d'ailleurs du Front National, qui lui au contraire adopte une stratégie électorale, ce que ces partis-là, ce que ces groupuscules-là récusent, on est à 2500, 3500 membres tout au plus. Ils sont connus, les arrestations rapides là, de la police semblent nous faire penser qu'ils sont identifiés déjà par les policiers. Ça, je peux difficilement vous dire. Ouais. Par contre, on connaît un certain nombre de leaders, effectivement, de ces groupuscules. On a parlé ce matin de Serge Ayoub, on connaît par ailleurs l'existence d'un Alexandre Gabriac qui serait le leader des jeunesses nationalistes, Yvan Benedetti, donc tous ces noms circulent, on les connaît. Quel est leur terreau idéologique ? Alors là aussi, encore une fois, je crois que votre reporter tout à l'heure parlait d'une nébuleuse quand on parle de ces groupuscules. Donc, autrement dit, il n'y a pas un mot d'ordre. Il y a effectivement apparemment une stratégie d'action qui est une stratégie révolutionnaire ultra-violente, encore une fois, qui est différente de celle du Front National qui, au contraire, est une stratégie électorale. Et après, au niveau de l'idéologie, là aussi, il y a des distinctions à faire au sein de ces mouvements. Globalement, je crois que quand même, ce qui les rassemble, c'est un refus radical du système, et donc, y compris d'ailleurs des élections, et cette impression, ce sentiment qu'ils portent et qu'ils essayent de mettre en avant, que nous sommes en quelque sorte à un crépuscule, à un moment crépusculaire pour notre civilisation, et qu'autrement dit, il faut lutter contre tout ce qui est supposé menacer notre civilisation, notamment l'islam, bien sûr. Alors l'islam, c'est-à-dire l'islamisme, mais vous savez que ces partis-là, ces groupuscules-là ont tendance à confondre évidemment ces deux notions, et puis par ailleurs aussi le démantèlement de ce qu'ils voient comme les marqueurs identitaires de notre société, et notamment les valeurs de la famille, le mariage et ainsi de suite, qui sont autant pour eux de socles identitaires constitutifs de notre société. D'après ce que vous savez, est-ce qu'ils ont tenté justement d'infiltrer la Manif pour tous ces derniers mois? Alors certains oui, en l'occurrence ce n'est pas le cas des jeunesses nationalistes révolutionnaires d'ailleurs, mais Alexandre Gabriac, qui est le leader des jeunesses nationalistes, qui est différent des JNR, lui effectivement s'est fait remarquer à l'occasion de la manifestation pour tous. Et comment est-ce qu'il a été accueilli par les organisateurs? À votre connaissance là encore? Très mal. Non, mais ils étaient en marge. Ils n'étaient pas du tout en l'air, mais par contre ils se sont manifestés à l'occasion, ils ont cherché à effectivement faire dégénérer cette manifestation. On a entendu aujourd'hui au Sénat Jean-Marc Ayrault dire qu'il fallait mettre en pièces ces groupes d'extrême droite. Est-ce qu'on peut envisager des mesures d'interdiction? Est-ce la solution ou est-ce un risque de les interdire peut-être pour en faire, je ne sais pas moi, des mouvements souterrains encore plus dangereux? Je crois qu'il faut les interdire quand on a des preuves pour les interdire, ce qui n'est pas toujours simple. La première chose qu'a dit Jean-Marc Ayrault, c'est qu'on avait quand même, avec la nébuleuse d'Internet et des réseaux sociaux, des messages qui sont extrêmement antagonistes avec les valeurs de la République et à la limite de la loi française. Et là, il faut quand même faire un travail d'arrêt, de coup d'arrêt, d'information, de suivi, pour ne pas rester désarmés. Après, moi je plaide pour qu'il y ait ces interdits. Parce que si les interdits de la société ne se manifestent jamais en acte, même si on sait qu'avec l'histoire, une fois qu'on a démantelé un groupe, il se reconstitue, il y avait reconstitution de Ligue dissoute, comme c'est d'ailleurs toujours un délit. Hein. Mais il se reconstitue, mais il n'en demeure pas moins que d'abord ça met des coups d'arrêt dans certains réseaux, et deuxièmement, ça constitue les barrières qu'une société doit fixer. Quand il y a dérapage, il y a sanction. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que
Je ne suis pas de celle qui pense qu'il y a identité entre le mariage pour tous, la manif mariage pour tous et ce qui s'est passé. Ce qui est quand même très gênant, c'est l'idéologie, parce qu'il y a les actes, il y a le passage à l'acte qui n'est pas... Mais quand l'idéologie repose sur la haine de l'autre, sur le rejet de l'autre, ce qui n'est pas le cas de tous ceux qui ont manifesté, mais une partie de ceux-là, vous avez des légitimations idéologiques qui font passer à l'acte. Et par exemple, le groupe socialiste... Oui, c'est la droite qui est interpellée. Non, non, pas seulement là. Je pense plutôt à une partie de l'extrême droite, pas du tout la droite classique. On a entendu tout à l'heure Harlem Désir dire qu'il y avait une extrémisation de la droite. Alors, mesdames, j'aimerais vous entendre réagir. Je veux juste terminer pour dire qu'il y avait quelque chose qui a été dit qui est très important, c'est que ce n'est pas le premier acte qui a eu lieu. Il y en a eu à Lyon, par exemple. Nos collègues du Conseil régional avaient demandé que des mesures soient prises. Et à ce moment-là, monsieur le président du groupe FN avait dit « Oui, vous entretenez des fausses peurs ». Et puis on n'a pas réagi. Enfin, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de mobilisation, il n'y a pas eu mort, heureusement. Hein, mais, donc là, je pense qu'il ne faut pas laisser passer maintenant. Alors, Fabienne Keller ? Alors, il est clair que le débat sur le mariage pour tous, qui a duré de longs mois, a donné lieu à des expressions excessives. Brigitte Bardot a dit que le sang allait couler. Hein. Oui. Elle l'a dit. Christine Boutin aussi. Madame Boutin aussi, Madame Oui, elle a eu des paroles assez dures. Oui, non, mais de toute façon, dès qu'on commence... Mais inutilement dures. Oui. Aujourd'hui, enfin, Chantal Genot et moi-même, on est assez bien placés pour... Voilà, nous, on est à l'aise. On a fait face à ça. Les trois, nous avons voté la même chose. Oui, mais... Je vous disais tout à l'heure, vous en subissez encore le contre-coup parce que vous êtes victime d'une sorte de harcèlement, de pression, toujours. Qui se manifeste comment? Écoutez, c'est notre métier. Ouais. Hein, d'essayer de faire vivre le débat républicain, et nous devons respecter aussi, enfin, voilà, ceux qui n'ont pas voté le mariage pour tous, dès lors que c'est de manière républicaine qu'ils expriment, comme les manifestants qui, dans leur grande majorité, ont manifesté sereinement parce que ce texte, voilà, n'emportait pas leur adhésion. Maintenant, il est clair que ce débat qui a duré très longtemps a libéré aussi. Enfin, moi, je suis profondément touchée par ce qu'on peut lire sur Internet. Hein. Ça a débridé les expressions violentes sur tous les bords. Et je pense que le temps est venu maintenant, et ce drame doit être comme un arrêt. Vous vous rendez compte? Enfin, qu'on doit tous appeler à l'apaisement, à se remettre au travail, à un débat républicain apaisé, et aussi à traiter les problèmes de fond, parce que qu'est-ce qui alimente tout ça aussi? C'est la crise, c'est le chômage des jeunes, c'est les difficultés, c'est notre travail de s'y atteler. Diriez-vous, parce qu'on ne connaît pas encore tout à fait les circonstances, il y a eu une bagarre, manifestement des invectives avant que ce jeune homme soit jeté au sol, diriez-vous qu'il s'agit d'un assassinat politique, Madame Joanneau? Je crois que ce soir, il faut être dans la mesure des mots. C'est le message qu'on essaye de vous faire passer collectivement. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est des femmes, c'est pas exclu. Non, j'ai bien compris. Mais le message qu'on essaye de vous faire passer, c'est que nous-mêmes, politiques, nous devons être... responsables politiques. Oui, mais justement, nous-mêmes, politiques, nous devons être dans la modération pour ne pas légitimer les excès. Moi, c'est pas dans la modération, parce que je pense qu'il peut y avoir de la passion dans la politique. Oui, mais la passion, il ne faut pas qu'il y ait de la haine, il ne faut pas qu'il y ait de la violence, et il faut qu'il y ait de l'objectivité. Il faut surtout, on ait la vérité sur ce qui s'est passé, mais il y a quand même un problème de violence politique parce qu'il y a répétition des actes. Et c'est ça qui est signifiant. Il n'est pas acceptable d'instrumentaliser ce qu'a fait Harlem Désir, n'est pas digne. Si vous le voulez bien, notre esprit là, au contraire de défendre ensemble cette démocratie à laquelle on a tous remarqué effectivement la concorde qui régnait ce soir sur le plateau entre vous quatre, mesdames. Merci d'avoir participé à ce 19h. Ce soir. Autre actualité aujourd'hui, l'actualité au Sénat avec le vote attendu du texte si âprement débattu et contesté sur tous les bancs de gauche comme de droite, du centre, du texte de la décentralisation. Donc Cécile Sixou. Ils comptaient voter contre, mais finalement, les Verts et l'UMP s'abstiendront sur le texte des métropoles, satisfaits après une semaine de débat par les modifications apportées par le Sénat. On y a, nous, même mis un petit peu notre patte, notamment sur les questions environnementales ou sur les questions de possibilité de délégation de compétences de l'État vers les régions. Donc on préfère que l'Assemblée nationale travaille maintenant sur ce texte amendé que sur la première mouture. Notre intérêt, c'est un texte corrigé, revu, sans la métropole du Grand Paris, et que ce soit le texte
à partir duquel l'Assemblée nationale débatte. Une dizaine de sénateurs UMP toutefois voteront contre, tout comme les communistes qui restent opposés au projet de loi. Il reste pour nous encore insatisfaisant parce que les métropoles, pour nous, globalement, ça va devenir un nouvel échelon institutionnel qui va venir s'ajouter aux autres et qui va éloigner encore un peu plus les citoyens des lieux de décision. La ministre, elle, a dû revoir sa copie mais reste officiellement plutôt satisfaite du texte des sénateurs. Tel qu'il est, le texte est de qualité. Nous n'avons pas besoin de retouches. Nous avons davantage besoin d'explications avec les maires qui ont eu, et c'est normal, du mal à apprécier et donc à s'approprier les compétences transférées. Le texte devrait être voté dans la soirée. Il sera ensuite discuté à l'Assemblée nationale. Marie-Lise Lebranchu le sait, il sera difficile de toucher à la version votée par les sénateurs. Voilà, Madame Lebranchu, la ministre de la décentralisation, qui a dit au cours du débat vivre de grands moments de solitude. Est-ce qu'elle va être libérée enfin ce soir, rassurée? Je ne sais pas, Madame Keller. Et non, parce qu'elle a deux autres textes, puisque c'est en fait un texte de loi à tiroir en 3 parties. On ne voit pas d'idée directrice et la confusion est grande dans les compétences des différents niveaux de collectivités. Il y avait des choses quand même intéressantes dans ce débat. Le principe des métropoles est nécessaire. Ils ont sorti le projet complètement délirant qui concernait Paris. Donc on s'abstiendra parce qu'il faut que ce soit ce texte-là qui aille à l'Assemblée nationale. Marie-Noëlle Lienemann, ça a grondé à gauche aussi. Vous témoignez dans ce sens? Oui, bien sûr, mais il y a eu des améliorations. Il y a eu des améliorations. Le Sénat fait son travail de Parlement. Il ne faut pas oublier qu'il y a un Parlement en France. Et deuxièmement, il faudra quand même bien trouver une solution pour la métropole de Paris et en particulier pour qu'on construise massivement du logement en Ile-de-France. Oui. Alors, faut vous mettre d'accord, les élus de l'Île-de-France et de Paris, comme ça s'est passé à Lyon, on l'a vu lors de ces débats avec Gérard Collomb et Michel Mercier. Un socialiste, un centriste, voilà. Autre débat qui va vous passionner, mesdames. Ne faites pas trop vite d'amalgame avec qui sur l'idée qu'il faudrait l'alliance entre les socialistes et les centristes pour régler les problèmes. Allez, c'est l'affaire lyonnaise. Allez, autre débat qui vous passionne, mesdames, je le sais, à l'heure du grand débat sur la transition énergétique. Eh bien, la plus grande centrale photovoltaïque de France attire le regard. Elle est implantée en Lorraine et elle couvre des centaines d'hectares. C'est tout à fait spectaculaire. Et en ce jour de grand soleil, eh bien, les sénateurs du groupe d'études sur l'énergie se sont rendus sur place pour savoir si cette centrale de Toul a valeur d'exemple. Reportage de Jérôme Rabier. Des kilomètres de panneaux photovoltaïques à perte de vue. Implantée en Lorraine, l'ancienne base aérienne 136 revit. Fermée en 2004, elle a été transformée en centrale solaire, la plus grande installation de ce type en Europe. Sur ce site, on a quasiment 1 500 000 panneaux qui ont été installés. Voilà. Sur 300 hectares. Alors sur un peu plus de 300 hectares, la base en faisant 500 environ. De quoi alimenter 55 000 habitants en électricité, chauffage électrique compris, mais aussi un projet important dans une région durement touchée par la crise. C'est important aussi pour identifier et conforter l'attractivité d'un territoire. Territoire qui fut industriel, qui a une histoire et un passé militaire important dans l'est de la France, et un territoire qui quelque part rebondit et saisit les nouvelles occasions. En activité depuis moins d'1 an, la centrale bénéficie des anciens tarifs de rachat d'électricité, un prix bien supérieur à celui pratiqué aujourd'hui et qui pèse sur la facture des Français. C'est malheureusement encore une énergie très coûteuse et le but c'est d'espérer que ça baissera le coût de production parce que il ne faut pas que la facture à l'arrivée soit trop élevée. Cette centrale est un pari sur une technologie d'avenir mais encore coûteuse. La filière d'EDF dédiée aux énergies renouvelables compte bien la développer dans le futur. Le photovoltaïque fait partie de nos objectifs. Clairement, nous croyons au photovoltaïque. Des ruptures technologiques sont attendues qui vont baisser de façon significative les prix de revient et qui permettront de réaliser d'autres parcs de ce type. S'affranchir du tout nucléaire aura un prix, mais la France ne peut pas manquer le virage des énergies renouvelables. Le photovoltaïque aura donc sa place dans le parc énergétique français. Reste à savoir quelle impulsion les politiques voudront lui donner. Voilà, c'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk. Bonsoir encore, mesdames. Bonsoir à tous. À très vite. En Égypte, le printemps arabe a rassemblé musulmans et chrétiens coptes unis face à l'oppression du pouvoir. Mais face à la montée de l'islam politique, quelle est la place de ces chrétiens aujourd'hui? La seule chose que nous voulons, c'est simplement la démocratie.
depuis le début de la révolution populaire jusqu'à l'élection de leur nouveau pape. Itinéraire d'une minorité qui se bat pour le maintien de ses droits. Nous sommes ici pour tendre l'autre joue après avoir été frappés. Le printemps noir des chrétiens d'Égypte, lundi à 22h30 sur Public Sénat.